Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde intitulée Covid-19, le rôle primordial de la digitalisation et de la livraison. Je m'appelle Valentine et j'ai le plaisir de modérer cette table ronde aujourd'hui avec vous. Je travaille chez Uber Eats depuis quasiment 3 ans en tant que Territory Lead. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je suis responsable des opérations dans les villes de plus de 50 000 habitants. Ça représente à peu près en France une trentaine de villes. Et environ 40% de notre business aujourd'hui. Pendant cette table ronde, on pourra discuter du regain d'intérêt qu'a connu la livraison de repas à domicile, principalement sur l'année 2020, surtout aidée par la crise sanitaire. Nous aborderons également en quoi la digitalisation et la livraison sont un atout dans ce contexte très difficile pour la restauration, pour notamment maintenir une activité et potentiellement une partie de son chiffre d'affaires. Cet essor de la livraison à domicile ne s'est pas seulement ressenti chez les restaurateurs et les plateformes de livraison, mais pour tout l'écosystème de la restauration, comme par exemple les éditeurs de logiciels, dont certains sont présents aujourd'hui avec nous. Pour échanger sur cette thématique passionnante de la livraison, j'ai la chance d'être accompagnée de 5 experts du secteur de la restauration. Ils vont pouvoir chacun à leur tour revenir sur les impacts et les enseignements de la crise sanitaire, et comment ils se préparent pour 2021, qui, on l'espère, sera meilleur que 2020. Donc, nous avons avec nous ce matin Elliot Zerbib. Vous êtes restaurateur et gérant du restaurant Chiki à Paris depuis maintenant 1 an et demi. Bienvenue, Elliot. Emmanuel Grelot, vous avez fondé et vous dirigez EasyLis, une société qui offre des solutions de back-office au restaurant. On pourra y revenir par la suite. François Fourier, vous êtes directeur marketing d'Edenred France. Bonjour à tous. Bonjour. Hassan El Kawil, vous êtes fondateur des restaurants virtuels Omi Kitchen. Bonjour. Et enfin, Nour Zereli, vous êtes General Manager de Deliverect. Bonjour à tous. Bienvenue tout le monde et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Juste pour vous expliquer un petit peu le format de cette table ronde, on va échanger pendant 30-35 minutes avec les intervenants que je viens de présenter. Et ensuite, on enchaînera sur une session de questions, donc de questions-réponses. Et vous voyez sur votre écran à droite, vous avez une rubrique questions. Vous pouvez poser les questions ici, donc pas dans le chat, hein, vraiment dans la rubrique questions. Et il y a un système de vote, donc vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus, et on les sélectionnera à la fin. Pour démarrer cette session, j'aimerais vous partager quelques chiffres du secteur de la livraison. En France, donc le marché de la livraison de repas à domicile devrait représenter plus de 7 milliards d'euros d'ici 2022. Et cette croissance assez exceptionnelle est bien évidemment le résultat d'un profond changement de nos habitudes de consommation. Si on regarde quelques stats assez parlantes, aujourd'hui, 1 Français sur 2 s'est déjà fait livrer un repas. Et si on s'intéresse à une classe d'âge particulière, celle des 18-24 ans, c'est plus de 80% d'entre eux qui se sont déjà fait livrer un repas. Parmi ces commandes qui ont été livrées, on constate que plus de 2 tiers sont soit réalisés par l'intermédiaire d'un agrégateur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle agrégateur? C'est tout simplement Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, Glovo, etc. Ou soit par l'intermédiaire d'un restaurant virtuel. Donc, les plus connus, Nestor, Frishti, PopChef et Foodcherry. Donc, je vous propose, sans plus tarder, de démarrer les discussions. Je vais m'adresser à vous, Elliot, en tant que restaurateur. Est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours et les différentes étapes qui vous ont amené à lancer votre restaurant Chiki? Alors, déjà, merci beaucoup de m'accueillir. C'est très gentil. Je suis pas sûr d'avoir la crédibilité pour parler, mais on va y aller. Donc, du coup, effectivement, moi, je suis le fondateur de l'enseigne Chiki. On a démarré notre activité il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, donc dans une conjoncture assez particulière. On a ouvert notre restaurant en juillet 19, avec l'ambition d'avoir la livraison qui allait représenter, comme pour beaucoup de restaurants, je pense, un complément de chiffre d'affaires. Après, la conjoncture venant à nous, donc d'abord les grèves, puis les différents confinements, il a fallu qu'on se restructure pour tourner d'un concept qui avait vocation à accueillir du public et à délivrer une expérience sur place aux clients consommateurs,
à cette fois-ci se tourner vers de la livraison et essayer d'améliorer l'expérience client en livraison le mieux possible. Donc on a essayé de lister un maximum de métriques opérationnelles et aussi financières, parce que il faut que la livraison puisse rester rentable pour réussir à être performant sur la livraison. Et donc, on a eu plusieurs épisodes cette année. On a eu le premier confinement où nous, pour lancer une Chiki, on a connu une fermeture. On a été fermé pendant 6 semaines, donc un petit peu plus court que la durée du confinement dans son intégralité. On a réactivé assez prématurément, avec des volumes qui étaient plutôt mitigés dans un premier temps, parce que aussi je pense que c'était une autre période. Les gens avaient encore un peu peur d'accueillir peut-être un livreur à leur porte ou ne serait-ce que, enfin, aujourd'hui ça nous paraît délirant, mais de toucher le sac à ce moment-là, ça faisait flipper. Donc voilà, c'était une autre période. Et puis aussi, il faisait plus beau, donc la livraison était moins forte, même si les gens étaient confinés chez eux. Et le deuxième épisode, ça a été ce deuxième confinement où, si on peut appeler ça un confinement, où là, pour le coup, la livraison a explosé. Là, il n'y a eu aucune coupure, aucun arrêt. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé chez moi. C'est ce que j'ai observé aussi chez quelques copains à moi, c'est que tout le monde était très content de la livraison à ce moment-là. Et, euh, et du coup, voilà comment ça s'est mis en place chez nous. Ça a été d'abord du complément, puis ça s'est transformé en notre activité principale, parce que aussi c'est un petit peu particulier pour nous. Notre restaurant il est situé à Opéra. Du coup, on est dans un quartier avec très peu de résidents, beaucoup de business, et le télétravail aidant, ces business-là, ils étaient pas là. Voilà. Par exemple, le quartier d'Opéra, c'est le quartier historique de la BNP. Donc, je crois qu'actuellement, ils ont 90% de télétravail au sein de leurs effectifs. Donc, il a fallu s'adapter et aller chercher les clients chez eux. Et donc, on est passé par la livraison. Justement, Elliot, sur cette adaptation, est-ce que vous avez mis en place des choses particulières en restaurant ou d'un point de vue communication pour vous adapter à ce confinement, à ces confinements? Oui, alors c'est ce que je te disais. Donc effectivement, on a essayé de lister un maximum de métriques opérationnelles. Alors, je peux vous en lister certaines. Hein. Les plus évidentes, c'est le temps de préparation, ton rayon de livraison, ce genre d'éléments-là, qui te permet d'aller chercher des clients plus loin, parce que moins ton temps de préparation est élevé, plus tu peux te permettre d'aller chercher un client loin. Et aussi, c'est ce qui dégrade le moins son expérience client. Et donc toutes ces matrices opérationnelles, on a essayé de les adapter le plus facilement possible. Alors ça a été assez évident au début puisqu'on n'avait pas du tout de clients. Là pour le coup, il y avait personne dans la rue et donc on n'avait pas cette ventilation de clients directs et de livraison à gérer, en sachant que les clients directs, ça nous fait toujours perdre un petit peu de temps en termes opérationnels parce que il faut présenter le menu, il faut l'encaissement parce que la carte elle passe pas ou la monnaie, voilà, tous ces problèmes de la clientèle directe qui nous freinaient opérationnellement et du coup qu'on n'avait pas du tout pendant les confinements. Et après, au niveau de la communication, à partir du moment où on veut aller chercher quelqu'un qui est déjà connecté parce qu'il va commander sur Uber et Deliveroo, enfin sur Uber ou Deliveroo, il a un téléphone. Voilà, c'est plutôt un millénial, le profil type de client Uber et Deliveroo. Il fallait trouver les outils de communication qui s'adaptaient à ce profil type. Et du coup, je voyais qu'hier vous avez accueilli Edouard Osgu de chez Emblème avec qui je travaille, donc qui est une agence de com spécialisée pour les réseaux sociaux, où on s'est rendu compte qu'avec les réseaux sociaux, on avait vraiment des moyens hyper précis d'aller chercher notre client en fonction de son sexe, de sa catégorie sociale, de son âge, de sa localisation aussi, parce que moi j'ai pas intérêt à aller chercher ou aller faire de la pub pour un client qui est à Bordeaux, qui est à Toulouse ou je sais pas quoi. Il me faut vraiment quelque chose qui est dans mon rayon d'action. Et du coup, sur Instagram, sur Facebook, on a tous ces outils qui nous permettent quasiment de nommer notre client avec profil X qui a entre 25 et 45 ans, qui gagne entre temps, qui a le dernier iPhone par exemple, qui a voyagé plus de 3 fois au cours des 12 derniers mois. Et du coup, ça nous met un profil qui est vraiment potentiellement notre client. Et du coup, on cramait beaucoup moins de cash. On a cramé du cash, mais c'était une manière beaucoup plus efficace
et beaucoup plus efficiente. Voilà. Super, merci beaucoup Elliot. Et dernière question, est-ce que vous avez prévu des initiatives en particulier à la réouverture des restaurants prévues normalement pour le 20 janvier? Alors, pour la réouverture des restaurants, moi déjà je sais pas si ça va être le 20 janvier. Je pense que c'est un peu un flop là pour le 20 janvier. Alors là, on va essayer de se rattaquer à de la com beaucoup plus physique. C'est-à-dire, on va certainement remettre un tour de flyer aux stations de métro qui sont à proximité. On va faire de la sponsor sur Instagram, mais à l'échelle beaucoup plus locale, dans un rayon d'action de, je sais pas, 500 mètres ou 1 kilomètre, qui est vraiment à portée de main de 5 minutes à pied. Et effectivement, on va avoir ces outils-là parce que là, on va avoir espoir quand même que les gens ont envie de retourner au restaurant. Ça va faire l'année 2020, on les aura quasiment pas vus au restaurant. Donc, je pense que de manière générale, les gens viendront d'eux-mêmes. En tout cas, c'est mon avis. Et à ce moment-là, pour le coup, je pense que la livraison va s'affaiblir un petit peu. Sur le Q1 21, je pense que ça devrait s'affaiblir un petit peu, mais que ça repartira plus fort. Moi, personnellement, au niveau des projections que je fais, ce sera plutôt à partir du mois de septembre. Septembre 21, où là, voilà, ce sera la rentrée, il va commencer à faire plus moche. Je pense que c'est là où ça repartira très fort. Mais en attendant, il faut laisser les gens revenir au restaurant. Je pense que même pour les restaurateurs, alors moins pour les dark kitchen que représente Hassan, ça va être plus problématique. Mais en tout cas, pour les restaurateurs, ça va leur faire plaisir d'accueillir du public, de retrouver de la clientèle directe, d'avoir un petit peu d'échange et plus que d'avoir des tablettes, quoi. Puisque là, ça y est. Oui, tout à fait. Retrouver un peu ce contact humain qui nous manque. Super, merci beaucoup Elliot. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, chez nous aussi, chez Uber Eats, on a constaté un engouement particulier de pas mal de nouveaux restaurants qui ont décidé de se lancer dans la livraison ou le click and collect. Et pour vous donner une stat intéressante, entre mars et juin 2020, on a eu 5000 nouveaux restaurants partenaires qui nous ont rejoints. Donc assez impressionnant. Tous ces restaurants, ils ont eu de nouveaux besoins, donc effectivement sur la livraison, etc. Mais aussi en termes d'équipement et de logiciels. Je vais m'adresser à vous, Emmanuel. Vous dirigez EasyList. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vos logiciels aident les restaurants dans leur gestion au quotidien ? Eh bien, rebonjour, merci de m'avoir invité également. Alors, EasyList, en quelques mots, nous sommes un outil de gestion back-office pour la restauration. Donc, on va gérer toute la partie stock, approvisionnement, les achats, mais également toute la partie gestion de la production et notamment quand on a un labo de production ou une dark kitchen ou un centre de production, eh bien, EasyList amène toutes les fonctionnalités qui vont permettre de gérer l'ensemble du processus de production jusqu'à l'expédition, depuis les achats jusqu'à l'expédition. Très clair, merci beaucoup. Quelles sont les tendances que vous avez pu observer sur l'année 2020, notamment à la suite du confinement ? Pardon. En fait, on observait déjà avant la crise, ça s'est accéléré avec la crise Covid, des nouvelles tendances et notamment l'utilisation de plus en plus de produits frais, de produits locaux, des contraintes de bio. Nous, on équipe aussi bien la restauration collective que la restauration commerciale. Et donc, ces tendances-là étaient déjà là avant la crise Covid. Elles s'accélèrent durant cette crise et donc on a développé des fonctionnalités de gestion de traçabilité qui permettent effectivement d'avoir la traça complète depuis l'arrivée du produit en entrée de restaurant jusqu'au plat. Et puis également le développement évidemment en 2020 des dark kitchen. On équipe déjà des structures comme Fuciri, Frishti et on voit aujourd'hui un très très fort développement évidemment de ces centres de production alors qu'on appelle dark kitchen ou centre isolé ou cuisine isolée, mais qui aujourd'hui se développent beaucoup en 2020 et qui ont besoin d'outils pour pouvoir piloter effectivement et contrôler les marges. Comme le disait Elliot, on apporte l'outil qui va permettre de s'assurer que la rentabilité sur les plats elle est bien au rendez-vous et qu'elle ne se dégrade pas avec la livraison et la complexification de la restauration et notamment quand on utilise des produits frais ou des produits locaux. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous envisagez de développer de tout nouveaux outils pour justement s'adapter à ces tendances sur les années qui arrivent, en dehors potentiellement de crise sanitaire ?
Oui, oui, en fait, déjà l'outil a beaucoup évolué depuis ces 2 dernières années. On a beaucoup, notamment ajouté de fonctionnalités sur toute la partie gestion de production, et notamment quand on gère plusieurs marques ou plusieurs typologies de production sur une même cuisine. Donc, on a cette capacité-là maintenant dans l'outil. On a ajouté aussi des fonctions de contrôle sanitaire dans le même logiciel, donc ce qui permet au restaurateur d'avoir un seul outil et de pouvoir faire toute sa partie gestion achat et également contrôle sanitaire. On y ajoute cette année une fonction de gestion des appels d'offres fournisseurs, de la relation fournisseur, avec des écrans ouverts aux fournisseurs des restaurateurs pour qu'ils puissent répondre aux appels d'offres et voir envoyer également leurs données produits, leurs fiches produits. Donc voilà, tout ça sont des évolutions que l'on a faites cette année. On a beaucoup travaillé aussi, et ça c'est lié quand même à la tendance cette année quand même particulière, développer le e-learning ou la formation à distance qui marche très bien aujourd'hui et qui permet à des restaurateurs qui sont pas toujours férus d'informatique d'avoir aujourd'hui des nouveaux outils de tutos, de vidéos qui permettent de les accompagner pas à pas pour la mise en place d'outils comme les nôtres qui permettent effectivement encore une fois d'optimiser les marges. Merci beaucoup, Emmanuel. Nour, pour rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel, est-ce que du côté de Deliverect, vous avez les mêmes tendances, le même son de cloche pour votre activité? Ah oui, complètement. Nous, déjà, par rapport à tout ce qui a été dit, hein, je vais me répéter encore. Nous, on travaille principalement avec des restaurateurs qui sont dans la livraison. Donc déjà, en 2 mots pour expliquer, parce que c'est assez complexe, Deliverect, c'est un produit qui permet aux restaurateurs d'avoir à gérer que leur caisse. Donc le besoin d'avoir différentes tablettes, etc. On synchronise tout dans la caisse directement et on donne accès à un rapport de vente et un outil qui permet de gérer le menu sur toutes les plateformes. Donc nous on est vraiment avec des restaurateurs qui sont dans la livraison et donc on a vu que le Covid pardon, moi je dis encore le Covid, je me suis pas adaptée à la nouveauté. Donc on a bien vu que le Covid a tout bousculé et qu'il y a une demande qui a vraiment augmenté. Merci beaucoup Emmanuel et Nour. Au-delà des outils, des logiciels qu'on peut développer pour les restaurants, il y a eu cette année d'autres moyens pour soutenir l'activité et permettre de maintenir un certain chiffre d'affaires, et notamment les cartes tickets restaurants. Donc François, Edenred occupe une place assez spécifique sur le marché, puisque vous vous situez entre d'un côté les entreprises et leurs salariés qui donc du coup sont utilisateurs de la carte ticket resto, et de l'autre, des restaurants et des commerçants chez qui les salariés peuvent dépenser leur carte ticket resto. Donc vous avez ce rôle particulier d'observateur en contact à la fois avec les entreprises et les restaurants. Donc c'est très intéressant d'avoir ce positionnement-là. Quels effets concrets de la crise sanitaire vous avez pu observer sur le terrain? Oui, effectivement. Donc rebonjour et merci également de me donner la parole. On a cette position d'observateur spécifique entre les entreprises et les salariés d'un côté et les commerçants de l'autre, en particulier les restaurateurs avec notre produit iconique qui est le ticket restaurant. Et en fait, donc effectivement, on a eu une année mouvementée comme tout le monde. Moi, ce que je constate, et ce qu'on peut constater dans ce qu'on voit dans l'usage de nos produits, c'est qu'il y a eu quand même 2 phénomènes successifs et différents. Il y a eu un vrai décollage effectivement de la livraison en fin de premier confinement. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté nous sur nos produits. Et on est connecté à peu près une quarantaine de plateformes et d'acteurs de la livraison. Donc je pense qu'on a une bonne vision de l'ensemble du marché français. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les salariés en fin de premier confinement, quand ils ont commencé à retourner et à rebouger de chez eux, à retourner un petit peu sur le lieu de travail, n'ont pas forcément retrouvé l'offre de restauration, de post-déjeuner qu'ils avaient pré-confinement, en particulier, par exemple, les cantines d'entreprise. Et donc, ils ont eu massivement recours à la livraison, et ça ne s'est pas démenti depuis. Donc, on a fait x2 environ sur les volumes de livraison qu'on voyait passer sur nos cartes auparavant, et ça ne s'est pas démenti depuis, donc cette tendance, elle est toujours très forte. Et le deuxième phénomène qu'on a pu constater, là plus sur la deuxième partie du confinement, donc là plus récemment, c'est le phénomène du click and collect et du à emporter. Pour le coup, on a pu constater que ça s'était massivement développé là,
depuis le mois d'octobre. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les usages et dans les transformations de la pause déjeuner. Et en fil rouge de tout ça, il y a quelque chose qui était initié avant la crise, mais en tendance lente, et qui s'est fortement accéléré pendant la crise, c'est la baisse de fréquentation des cantines et des restaurants d'entreprise, au profit de la restauration au sens large. Donc il y avait des tendances déjà auparavant qu'on avait pu mesurer, et que nous on accompagne avec nos produits, puisque notre produit il apporte une sorte de cantine virtuelle quelque part. Le salarié il a la liberté d'aller déjeuner pour sa pause un peu où il veut, ou de choisir le mode de déjeuner qu'il veut, de choisir l'alimentation qu'il veut. Donc ça, on le voyait avant, mais ça s'est vraiment fortement accéléré à l'occasion de la crise. Ça, c'est d'un point de vue purement post-déjeuner. Et l'autre constat important pour nous, c'est que la crise a été un accélérateur du passage des tickets restaurants papier aux tickets restaurants digitaux. D'une part, parce que pour une entreprise avec une partie de ses salariés en télétravail, voire tous ses salariés en télétravail, c'est beaucoup plus simple à gérer. Distribuer des tickets restaurants papier quand personne n'est au bureau, ça peut être un petit challenge. Quand vous avez des cartes, c'est quand même beaucoup plus simple parce que tout est chargé à distance. Et puis, d'autre part, parce que la carte, elle amène des vrais bénéfices pour le salarié, l'utilisateur. Il peut effectivement l'utiliser pour commander et pour faire du à distance, ce qu'il ne pouvait pas faire avec les papiers en particulier. Donc voilà, si je retiens deux choses chez nous, c'est ça vraiment qu'on a vu sur l'année riche qu'on a vécue et mouvementée. Super, merci beaucoup. On reviendra après sur la dématérialisation du carnet. Mais avant, on avait une autre question. Est-ce que vous avez mis en place des initiatives spécifiques? On a un petit coco. Je ne sais pas si c'est toujours là. Non, c'est bon. Est-ce que vous avez mis en place des initiatives spécifiques de soutien aux entreprises et aussi aux restaurateurs? Alors, on a mis en place beaucoup de dispositifs de soutien, en particulier aux restaurateurs, parce que on considère que les restaurateurs sont nos partenaires et ils font partie intégrante de notre modèle. Ça a commencé d'abord par des soutiens plutôt de type économique lors du premier confinement. On a accéléré à 24 heures le remboursement des titres papier pour amener un plus de trésorerie pour les restaurateurs qui étaient impactés. Et puis, et surtout, on a beaucoup œuvré pour que le gouvernement prenne la décision d'autoriser les transactions en tickets restaurant et en titres restaurant au-delà de 19 €, donc jusqu'à 38 €, uniquement dans les restaurants. Pour ceux qui avaient suivi un peu ce dossier-là au moment du premier confinement, il y avait eu dans les médias des propositions pour augmenter le plafond à 95 € par semaine pour que les gens puissent faire leurs courses en supermarché avec nos produits. Nous, on considérait que ça aurait été une décision qui aurait été en faveur de la grande distribution et qui aurait pénalisé à long terme les restaurateurs, puisque le volume de titres restaurants serait passé dans la grande distribution et pas chez les restaurateurs. Et donc, on a œuvré pour défendre plutôt le restaurateur et proposer plutôt un plafond à 38 € dédié aux restaurateurs au moment de leur ouverture. Donc, c'est ce qui s'est passé et on a pu constater des vrais effets positifs pour les restaurateurs de cette mesure. Le panier moyen avec nos cartes, chez les restaurateurs, il est passé de 14 € à 21 € du premier confinement, grâce à cette mesure. Et sur l'ensemble de nos transactions, il y a eu un déport de l'ordre de 35% des commerces alimentaires type boulangerie, boucherie et grande distribution vers les restaurateurs. Donc ça a vraiment participé à renvoyer un peu de trafic dans les restaurants. Et quand je parle des restaurateurs, c'est à la fois sur site et en livraison. Et cet effet-là, il s'est pas estompé dans l'année, à tel point que Bruno Le Maire a choisi de reconduire la mesure jusqu'à septembre 2021. Et on estime, et c'est les chiffres de Bercy, que ça représente au total sur la période un apport d'affaires de 700 millions d'euros pour la restauration, tout émetteur confondu de titres restaurants. Donc ça, c'était vraiment la mesure phare, je pense, qu'on a accompagné. Donc soutien économique. Et après, on a aussi essayé d'accompagner les restaurateurs sur plutôt leur réouverture dans le contexte sanitaire. On a soutenu plusieurs initiatives pour les aider à s'équiper avec du matériel. On a également passé un partenariat avec October en prenant en charge leurs frais de dossier pour contracter des prêts leur permettant de se relancer. Donc on a multiplié les initiatives, ouais, absolument.
Super, merci beaucoup. Nous aussi, on a constaté une augmentation du panier moyen. Parce que je pense que les clients ont commandé plus en groupe, étant en confinement. Pour revenir sur la dématérialisation du carnet de tickets restaurant, vous avez entamé depuis plusieurs années ce processus. Comment concrètement se déroule cette transition? Et est-ce qu'aujourd'hui, on trouve encore beaucoup de titres papier? Alors, à la fin d'année, là, Edenred, on va passer. Nous, on a le produit qui s'appelle Ticket Restaurant, qui est notre marque, qui est leader sur le marché, et on va passer le cap des 50% de titres digitalisés. Effectivement, le premier titre digital a été lancé en 2014. Et depuis 2014, on a apporté des services autour de la notion de ticket restaurant digital pour accompagner l'adoption de ce format. La possibilité de payer via Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay avec son smartphone. La possibilité évidemment de l'utiliser sur des plateformes de livraison. Tout ça pour inciter les utilisateurs à franchir le pas et les entreprises à franchir le pas, puisque ce sont aussi les entreprises qui décident évidemment. Et donc on voit une vraie accélération cette année dans le contexte que j'ai décrit. Il est probable que quasi 100% du marché soit digitalisé d'ici 3 ans, puisque ça a démarré assez lentement, mais là depuis 18 mois et en particulier depuis la crise, il y a une très très forte accélération. Ça provoque un changement dans les habitudes. Au départ, l'utilisateur qui était habitué au papier, il peut être un peu perturbé parce que les règles d'utilisation du titre restaurant qui préexistaient à la carte, elles étaient moins facilement implémentables et vérifiables pour les restaurants et pour les utilisateurs. Donc typiquement, la limite journalière à l'époque du papier n'était pas toujours respectée. Avec la carte, on peut pas trop contourner ça. D'un autre côté, il y a des vrais avantages à l'adoption de la carte, et on voit que dans la durée, en fait, les gens qui l'adoptent ne reviennent pas en arrière. Donc ça, pour nous, c'est un signal qu'il y a une courbe d'apprentissage sur l'utilisation du produit, mais derrière, il y a pas d'autre barrière. Le fait que quand vous perdez une carte, vous perdez pas l'argent, à la différence des papiers. Le fait que vous pouvez payer au centime près sans avoir de système d'avoir. Tout ça, c'est des vrais avantages, en plus des avantages vraiment digitaux que j'ai soulignés tout à l'heure. Donc le mouvement, il se fait, il va s'accélérer, et je pense qu'on a vraiment passé un cap cette année. Ok, super. Donc justement, sur ce sujet des tickets resto, je vais m'adresser aux restaurateurs de cette table ronde. Hassan et Elliot, est-ce que vous acceptez les tickets restaurants et les cartes tickets resto dans vos restaurants? Et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui en termes de clientèle ou de gains de productivité? Elliot, tu me permets, je vais répondre. Je t'en prie. Alors nous, on accepte bien sûr les tickets restaurants. En termes d'avantages, j'ai envie de dire, si c'est pas un avantage, c'est une obligation pour nous. François l'a rappelé, Edenred est présent chez beaucoup de sociétés. Ça serait juste se tirer une balle dans le pied de ne pas accepter les tickets restaurants. Maintenant, sur le fait que ça soit dématérialisé, c'est un avantage opérationnel pour nous, ne serait-ce que pendant un rush de service, d'avoir des personnes qui règlent rapidement. Et d'autant plus que pendant cette période-là, avec la crise sanitaire, on a de plus en plus de personnes qui préfèrent la distanciation et donc le paiement sans contact que propose notamment Edenred. Donc c'est des choses. Tout à l'heure, Elliot, tu parlais de opérationnel. C'est des choses, vraiment des petits détails qui font la différence dans une organisation et dans le fait d'accueillir plus facilement et plus rapidement le public. Et d'autant plus que pour les cartes, c'est beaucoup de personnes qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps entre midi et 2 pour se restaurer. Donc, on est obligé de s'adapter aujourd'hui et d'accepter l'ensemble des titres restaurants. Ouais, alors je vais rebondir. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, Hassan, sur l'aspect opérationnel, mais moi je le vois plus du côté gérant. C'est-à-dire que les tickets resto à l'ancienne, qu'il fallait classer, tamponner, découper, déposer, c'est hormis la perte de temps que ça te génère pendant le service,
c'est une perte de temps sur autre chose pendant ta période morte. Donc ça, c'est la première chose. Et après, moi, en tout cas, ce que j'ai observé au resto et même en livraison, c'est que aujourd'hui, je pense que François peut le confirmer, aujourd'hui, les cartes tickets resto, elles sont blindées. Vraiment. Quand je passe au restaurant et que ça arrive, une carte ticket resto ne passe pas, le client me regarde en me disant t'en fais pas, il y a de l'argent dessus, quoi. Vraiment. Donc il fallait proposer quelque chose, enfin il fallait les accepter. Ça devenait vraiment un argument commercial de les accepter en livraison parce qu'elles étaient blindées à ce moment-là. Et je pense qu'elles le sont encore là. Alors elles le sont encore un peu, mais elles sont quand même pas mal été utilisées grâce aux 38 €. Donc oui, il en reste encore un peu, et il est clair que à la réouverture des restaurants, il y aura un afflux à nouveau lié à ça, ouais, absolument. Non, mais c'est très cool parce que le fait qu'elle soit full ces derniers temps, nous ça nous a permis de remonter le panier moyen pour le coup sur place, alors qu'on a des formules qui sont assez standards et qui poussent pas forcément à l'upsale. Sur ça on n'est pas très fort. Donc on a augmenté le panier moyen en surplace et en livraison, et donc sans forcément accueillir plus de clients et que ça vienne nous polluer l'opérationnel. On a gagné plus d'argent. On a réussi à remonter le panier moyen de cette manière-là. Parce que les gens regardaient moins à la dépense, déjà parce que le plafond était remonté et parce qu'ils avaient plus de sous dessus. Et une dernière chose là-dessus, c'est que les agrégateurs l'acceptent également. Ouais. Donc, ne pas l'accepter via Uber Eats ou Deliveroo, c'est également s'écarter d'une partie de la population qui paye ou qui vont sur ces applications parce qu'elles peuvent utiliser leur carte ticket restaurant. Et justement, est-ce que par rapport à ce plafond qui a été relevé, est-ce que vous avez modifié votre menu pour justement s'adapter à ces montants plus élevés? Alors, on a un panier moyen qui augmente avec des petites choses qui se rajoutent dans une commande standard. Un dessert additionnel, un plat additionnel, etc. Donc, on a étoffé, nous, notre carte. On n'a pas augmenté ou modifié nos prix pour s'ajuster au mieux par rapport à la carte. Mais on a fait une proposition de carte avec des dips, des desserts ou des boissons additionnelles. Pareil. Chez nous, on a eu exactement la même démarche. On a vu que les gens avaient plus de sous à dépenser. Donc, effectivement, ça passait par les desserts. Et du coup, on a complété notre carte avec... nous, le ticket moyen chez nous pour les clients directs, il est autour des 14 €, 13-14 €. On est arrivé avec des solutions primes, avec des offres à 5-6 €, où là, les gens, ils venaient, ils prenaient ça à deux ou tout seuls et ils complétaient leur offre habituelle de cette manière-là. Ils étaient plus enclins à se faire plaisir. Ok, super. Merci beaucoup pour vos retours de restaurateurs. François, une dernière question pour vous. À la réouverture des restaurants, qui on l'espère aura lieu le 20 janvier. Comment vous comptez poursuivre votre soutien aux restaurants? Alors de deux manières, je dirais. D'abord en incitant nos utilisateurs directement à retourner au restaurant, et on a un lien direct avec les utilisateurs qui utilisent la carte ticket restaurant. On a leurs emails, on peut leur communiquer des choses, et on le fait souvent, et on voit que ça fonctionne. On leur pousse des usages, on leur pousse vraiment des propositions, et donc ça on va le faire assez massivement. Et puis on réfléchit à une opération promotionnelle que nous financerons nous-mêmes pour inciter nos utilisateurs à aller au restaurant. On a lancé à l'occasion du premier confinement, on a financé un fonds chez Edenred qu'on a appelé le fonds More Than Ever, un fonds mondial avec deux objectifs. Un, aider nos salariés dans les pays où la couverture médicale n'est pas aussi riche que ce qu'elle peut l'être en France. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était justement d'imaginer des soutiens, des dispositifs de soutien aux restaurateurs. Et donc, on va utiliser ça pour mener cette opération promotionnelle qui va vraiment être incitative pour nos 1,4 million d'utilisateurs des cartes tickets restaurants pour retourner au restaurant. Et qui sera entièrement financé par Edenred, je le précise. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos partages. J'en profite pour rappeler à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions juste à droite de votre écran.
Voilà. On va maintenant s'intéresser à une forme particulière de restaurant qu'on appelle une dark kitchen, qui est en gros une cuisine 100% dédiée à la livraison. Donc Hassan, vous avez créé 2 dark kitchen, une à Bordeaux et une à Tours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours donc de néo-restaurateur, comme vous l'avez vous-même dit, et ce qui vous a conduit à lancer ce concept? Oui, néo-restaurateur, puisque nous, notre société, avec mon associé, on l'a créée fin décembre 2018. Et on a une démarche un peu à l'inverse de ce qui s'est fait ou ce qui se fait actuellement. Et qu'on a nos restaurants en dur. Omi Kitchens, c'est 7 marques derrière, où il y a de la restauration rapide, on va dire traditionnelle, donc avec un restaurant, et des marques qui sont exclusivement dédiées à la restauration virtuelle et de la livraison. On a ouvert notre premier restaurant fin décembre 2018, début janvier 2019. On s'est très vite aperçu qu'on avait un problème d'expérience client lorsqu'il s'agissait d'avoir des commandes, de recevoir des commandes. Alors que notre business model, nous, il était, je vais reprendre l'expression d'Eliott, c'était un revenu complémentaire. Au début, c'était un revenu complémentaire qui provenait des agrégateurs. On a très vite vu la tendance qui était les gens préfèrent commander à certaines heures plutôt que venir faire la queue au restaurant et se faire livrer à domicile. Mais on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on perdait en expérience client. Donc avec des livreurs qui rentrent récupérer leurs commandes, on privilégiait les clients qui étaient sur place, donc il y avait aussi de l'attente pour les clients qui attendaient leurs commandes depuis chez eux. Donc on a décidé, au bout de quelques mois, de penser à un autre type de restauration qui est la restauration exclusive en livraison. D'où est né le concept d'Omi Kitchen, mais en dark kitchen, où on a créé notre première dark kitchen il y a quasiment on y a beaucoup réfléchi et on a mis en place au premier confinement. Et de là est partie notre stratégie qui est aujourd'hui d'avoir une différenciation qui est entre restauration rapide traditionnelle et restauration en dark kitchen. Donc c'est vraiment, on est parti d'un constat et on a plutôt que perdre en expérience client, on a plutôt décidé de transférer cette activité sur les dark kitchen. On continue quand même à avoir de la livraison, notamment pendant ces périodes-là où le chiffre d'affaires, il est une grande partie, il provient de nos livraisons sur les restaurants en dur, mais on continue à développer ce business qui est le business de la dark kitchen. Quand ça réouvrira, tu vas garder la livraison sur tes restaurants physiques ou pas du tout? Oui, mais par contre, opérationnellement, aujourd'hui, je pense qu'on est mieux armé qu'il y a 2 ans, encore beaucoup mieux armé qu'il y a 1 an, et même mieux armé qu'il y a quelques mois avec le premier confinement. Ouais. On sait maintenant répondre à la demande à l'instant T et se réorganiser. Privilégier le client sur place, mais également privilégier le client à distance avec ce qu'on va appeler l'expérience client. C'est que arriver avec un bol, par exemple, nous on a une marque qui s'appelle Pokémon, qui est une marque de poké, de restauration hawaïenne. Arriver avec un bol retourné dans un sac ou pas de mots pour le client, etc. Si on perd en expérience, on perd en crédibilité et dans le long terme, on a un impact quand même qui est important. Les clients commandent de moins en moins. Donc pour faciliter ça, on a repensé également le mode delivery depuis nos restaurants. Et on a également repensé, et on travaille également fortement là-dessus, sur cette expérience client. Okay. Merci Hassan. Justement, pour revenir sur cette crise sanitaire, quelles sont les principales leçons que vous avez retenues et qui vous serviront par la suite? Bon, moi, je dirais que déjà sur le premier, je vais différencier le premier du deuxième confinement. Et contrairement à toi, Elliot, nous, on a surtout vu une très forte augmentation sur le premier confinement. On n'a jamais fermé en réalité. Donc, dès le premier confinement, on n'a pas fermé.
on a constaté qu'il y avait plus de commandes et les types de commandes avaient changé. Donc, c'était plutôt des commandes famille. Donc, on s'est adapté, on a créé un menu famille sur le premier confinement. Sur le second confinement, les écoles ont réouvert, donc c'était plus, il n'y avait plus le problème de comment je vais, en plus de mon télétravail, je vais nourrir les enfants rapidement. Là, donc on a travaillé sur un menu qu'on appelait le menu Workers, le menu télétravail. On a adapté notre offre avec un menu spécifique pour le télétravail, voilà, du lundi au vendredi à midi, par exemple. Donc, les enseignements, c'est que, le mode de consommation a changé et il va changer durablement. Et je te rejoins également là-dessus, Elliot, quand tu dis c'est plutôt septembre où on s'attend à un retour en force. Les types de commandes également ont changé. Donc, on s'est adapté, la prise en compte des tickets restaurants via les applications, menu type pour le télétravail, également produits différents. On commande pas le lundi comme on commande le samedi soir ou vendredi soir. Donc, plus que des aspects sanitaires ou opérationnels, c'est aussi des aspects commerciaux. C'est surtout sur ces aspects-là qu'on a travaillé ces derniers mois. Ok, merci beaucoup. Et comment vous voyez votre activité sur 2021 et même les années d'après? Donc, pour moi, et on le voit, parce qu'il y a des gros acteurs qui s'intéressent à la cuisine virtuelle, comme Uber Eats d'ailleurs, c'est pas pour rien. Je veux dire, on voit de plus en plus de nouveaux entrants, de plus en plus de dark kitchen qui s'ouvrent, notamment en province. On en a beaucoup. On est sur Bordeaux. On a déjà 2, 3, 4 projets aujourd'hui d'ouverture sur une restauration qui n'existait pas il y a quelques mois. On parle de quand même quelque chose de tout nouveau. On commande, le client ne sait même pas d'où ça vient. Donc, comment on le voit, c'est qu'il y aura encore les restaurants avec un revenu complémentaire lié aux livraisons, mais des dark kitchens de plus en plus importantes et également des dark kitchens qui vont proposer, et non plus que sur Paris, des dark kitchens qui vont proposer des offres en province. C'est pour ça que nous, on s'intéresse principalement aux villes de province. Ok, super. Merci beaucoup. Hassan, je vais m'adresser à Nour maintenant. Donc, vous dirigez Deliverect. Quel impact a eu la crise sanitaire du Covid sur votre activité en particulier? Alors déjà, je vais commencer hors sujet avec ta question, Valentine. C'est assez difficile d'être tous comme ça devant un écran pour un sujet comme ça. Je tiens juste à dire que j'espère qu'on ressent que là, l'idée, c'est vraiment d'apporter du positif. Je sais que c'est une période super difficile pour tout le monde, surtout pour les restaurateurs, le Covid, encore une fois, excusez-moi pour mais le Covid a été vraiment, vraiment dur. Mais là, on est vraiment dans une optique d'innovation, de voir plus loin. Et là, on peut rien faire. Donc, tout est fermé, c'est comme ça. Donc, autant se dire que digitaliser, c'est une solution très importante en ce moment. Donc, j'espère que là, on peut apporter un peu de dynamisme à tout ça. Et je sais que c'est triste ce qui se passe. Mais moi, pour le coup, là, je vais sourire tout le long parce que je veux être dynamique et je veux qu'on voit plus loin et que on avance et qu'on n'ait pas l'impression que c'est fini et que la restauration est morte. Donc, je vais répondre à tes questions, mais avec un grand sourire, parce que pour moi, il faut être positif et c'est comme ça qu'on va de l'avant. Donc, comment la situation nous a influencé chez Deliverect? Du coup, comme je disais tout à l'heure, Deliverect, c'est un produit, donc on synchronise toutes les tablettes dans le système de caisse. Donc forcément, là, avec le Covid, il y a eu de plus en plus de demandes de livraison, click and collect, etc. Donc, pour les restaurateurs, c'était des solutions en plus, mais aussi des problèmes. Ça veut dire des tablettes à gérer, ça veut dire qu'il faut du staffing, qu'il faut retaper les commandes, qu'il y a des erreurs, etc., etc. Donc, pour nous, l'influence a été, notre business a assez évolué pendant cette période. C'est un business qui est intéressant. Et pourtant, on a vu une belle croissance ces derniers temps.
parce que justement, avec toutes ces nouvelles tablettes sur le comptoir, les restaurateurs ont eu un vrai besoin d'omnicanalité pour pouvoir gérer toutes ces commandes sans perdre en efficacité, justement. Merci Nour. Est-ce que pour la réouverture des restaurants, vous avez des initiatives pour soutenir ce secteur qui a tant souffert? Alors, en termes d'initiative, donc déjà, nous, on grandit très vite. On essaye tout le temps d'innover, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. On est une boîte avec, on est pratiquement tous dans le on est pratiquement tous dans le domaine de la restauration ou de la livraison depuis plusieurs années. Donc, on est très, très connectés. Donc, on essaye vraiment de mettre des choses en place qui peuvent aider, que ce soit partie tech ou humaine. C'est-à-dire que nous aussi, on a de l'expertise. Donc, on apporte notre expertise aux restaurateurs. On essaye d'aider, etc. On essaie de conseiller, comment booster les volumes de commandes en adaptant le menu, comment au mieux gérer l'efficacité opérationnelle, etc. Donc, on essaie vraiment d'apporter tout notre savoir-faire aux restaurateurs. Et aussi, on est partenaire du Leaders Club, qui en ces temps difficiles sont vraiment en train d'essayer de tout mettre en œuvre pour innover, soutenir des restaurateurs. Donc nous, on va juste continuer de communiquer très fréquemment avec le Leaders Club, voir ce qu'ils mettent en place et voir comment nous aussi on peut mettre des choses en place ensemble avec eux pour aider et pour soutenir en ces temps assez difficiles, même s'il faut garder le sourire. Super, merci beaucoup. Pour revenir au sujet des Dark Kitchen, Elliot, est-ce que vous avez l'ambition de lancer votre Dark Kitchen dans les prochaines années? Alors, moi pour l'instant les dark, c'est pas quelque chose qui me chauffe particulièrement parce que déjà par mon background, moi j'ai fait une école hôtelière et me dire que voilà, on termine dans un labo avec des tablettes à accueillir personne d'autre que des livreurs, c'est quand même moins sexy que d'avoir son resto, d'accueillir du public et d'avoir le sourire des clients. Donc ça, c'est la première chose. Après, il faut pas insulter l'avenir. Je pense que, comme tout le monde, je pense que on va finir par y aller aussi. On a déjà été approché, on a déjà eu des discussions assez avancées avec certains acteurs. Pour l'instant, je pense que nous, au niveau de l'expérience, on est encore peut-être un petit peu trop jeune et notre marque elle est peut-être pas assez mûre pour qu'on se lance sur une dark. Si un jour je vais sur une dark, ce sera sous l'enseigne Chiki. Je trouve ça très courageux, ceux qui arrivent à lancer 5-6 marques, 5-6 marques d'un coup et à les faire partir d'une seule structure. Aujourd'hui, moi, je pense pas que j'en sois capable. J'ai quand même de l'ambition pour l'enseigne Chiki, et je pense que si un jour on y va, ce sera beaucoup plus ce pourquoi les dark étaient faits à l'origine, c'est-à-dire tester une zone. Voilà. Aujourd'hui, on a notre restaurant qui est dans le centre de Paris. Si un jour on veut s'implanter dans l'est parisien, peut-être qu'on commencera notre implantation, on commencera à amorcer notre implantation avec une ouverture sous forme de dark dans l'est parisien pour tester la zone et après ouvrir un restaurant avec des investissements plus lourds, du foncier, de la déco, etc., etc. Mais après, effectivement, moi sur le modèle de Dark, j'ai encore quelques réserves. On est sollicité, vraiment. En ce moment, il y a une vraie hype, surtout ces derniers mois, qui s'est accélérée. Ah ouais. Quelles sont vos réserves en particulier? Quelles sont les réserves? Alors, déjà, la première chose, c'est le volume. Moi, j'ai ouvert mon resto il y a 1 an et demi sous une création. C'était une marque blanche au début, et du coup, je sais ce que c'est les débuts sur Uber, sur Deliveroo, et il faut pas croire. Je pense que Hassan peut en témoigner. Il faut pas croire que t'ouvres ta tablette et c'est parti. Non, vraiment pas. Tu commences, tu vas peut-être avoir 2 commandes la première semaine, puis 10 en une semaine, puis 20, et ça prend du temps. Donc déjà, ça c'est la première chose qui moi aujourd'hui me fait flipper. Je sais qu'on a réussi à le faire avec Chiki, j'aurais peur de le répéter. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la dépendance. C'est là où on devient vraiment opérateur d'Uber et Deliveroo. Alors aujourd'hui, ça se passe très bien avec Uber,
se passe un peu moins bien avec Deliveroo parce qu'on a arrêté avec eux. Mais on est dépendant de ces acteurs-là. On n'a plus du tout la liberté de faire venir des clients au shop et de les accueillir de cette manière-là. Et bah, de la même manière, aujourd'hui, si ça se passe bien avec Uber, on peut pas dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se passera aussi bien. On ne sait pas aussi ce qu'Uber sera dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et monter un business à 100% sur ces acteurs-là, c'est quand même un risque. Alors le risque, il est bien sûr contenu parce que c'est beaucoup plus light en asset qu'on avance à l'ouverture. Voilà, c'est beaucoup moins de cash à sortir et etc. etc. Mais on est quand même dépendant. On est quand même vraiment dépendant. Ça, moi, c'est ce qui me chauffe un petit peu moins pour l'instant. Ouais, je vais juste me faire un tout petit peu l'avocat de la cuisine virtuelle, juste sur le point de la dépendance. Nous, on ne le voit pas comme ça, puisque Uber Eats et Deliveroo, mais notamment beaucoup Uber Eats avec nous a accompagnés sur Bordeaux, nous a accompagnés sur les tendances à mettre en place. Parce que je me suis brièvement présenté. Moi, et Valentine, tu as dit que je suis néo-restaurateur. Je suis néo-restaurateur. Je suis pas de la restauration. Je suis de la finance, donc rien à voir avec la restauration. Et les tendances, on les connaît pas. Par contre, des acteurs comme Uber Eats, eux, connaissent la tendance. On peut pas le cacher. S'il y a un acteur qui connaît le restaurant, le type de restauration qui marche aujourd'hui et demain, ça va être Uber Eats. Donc, il nous accompagne sur la création du restaurant, non pas de l'identité, mais du contenu, du produit. Nous, on travaille après avec des chefs pour travailler sur la carte, l'image, avec notre équipe marketing, sur l'image, le nom, etc. Donc, nous, on travaille avec eux plutôt pas en relation de dépendance, mais de partenariat commercial. Non, bien sûr. Bien sûr. Et je t'assure que je pense que j'ai une relation similaire à celle que tu peux évoquer. Voilà. Nous, pour le coup, on a coupé Deliveroo, donc on est en exclusivité maintenant avec Uber. On a engagé sur 36 mois et ça se passe. Enfin, on a coupé Deliveroo cette semaine, mais bon, j'ai bon espoir que ça se passe très bien avec Uber. Jusque-là, on est très content. Mais on n'a plus le choix maintenant. Comment ? On n'a plus le choix maintenant. Voilà, là, il n'y a plus le choix. Il faut que ça se passe bien. Voilà. Mais effectivement, on peut pas. Aujourd'hui, voilà, j'ai bon espoir que ça se passe bien avec moi pour Uber. Mais si demain quelqu'un d'autre accepte des conditions que moi je vais pas accepter, une commission, un truc, une mise en avant, quelque chose, et que à la fin c'est ce partenaire-là qui est poussé et pas moi. Bah, tu te retrouves dans ton labo à attendre que ça sonne. Alors bien sûr que tu auras eu le temps de capitaliser sur une base client et d'avoir des clients qui, j'espère, sont fidèles. Mais tu sais très bien que la question du référencement, elle est hyper importante. Énorme. Que ce soit sur Uber, Deliveroo, sur Google, le mec qui sort en premier sur Google versus celui qui sort en 3e page, leur taux de fréquentation, je pense que c'est divisé par 10, 100 ou 1000. Et c'est la même chose sur Uber et Deliveroo. Donc, voilà. Donc après, il y a des métriques qui te sont internes. Donc là, c'est de l'opérationnel pur. En combien de temps tu envoies ta commande, ton taux de satisfaction, ta rétention client, etc., etc. Est-ce que les livreurs attendent, et voilà, tous ces points-là. Mais après, tu as des trucs aussi qui te sont indépendants. Et ça, on peut pas nier. Et que ce soit Uber ou Deliveroo, ont la main d'une certaine manière sur ce ranking, pas directement, mais indirectement pour booster plus ou moins un resto et un resto ou une dark. Et du coup, bah, ça fait flipper. Ça fait flipper de l'autre côté. Je comprends complètement ton point de vue sur le référencement. Bien se faire référencer, tu as raison, quand tu commences, il ne faut pas s'attendre à avoir 300 commandes la journée. Bien se faire référencer, ça a un coût. Voilà. C'est un coût marketing, tu l'as bien compris quand tu parles de tes plans marketing sur les réseaux sociaux par exemple. C'est un coût également sur les applications parce que tu passes par de la promotion, ça te coûte en termes organisationnels, ça te coûte en termes de coûts. Hein. Et ça, il faut pas le négliger. Mais la Dark Kitchen aussi, et là je parle que pour le néo-restaurateur, c'est également un très bon outil pour tester son restaurant. Ça je te rejoins.
Et ça, c'est un coût qui est négligeable, j'ai envie de dire, parce que, et j'incite ceux qui nous regardent et qui font de la cuisine et qui veulent pas se lancer, ils peuvent passer par un labo. Et il y en a plein qui louent leur labo à la journée, au mois, à l'année, et qui testent leur marque. Ils testent leur marque. Ils comprendront ou pas, ils vont finaliser, ils vont confirmer ou pas confirmer le fait que cette marque est tenable dans le long terme. Et également, il y en a qui passent par du dark kitchen et qui vont ouvrir en dur parce qu'il y a un engouement important. Et l'avantage, nous, qu'on a sur le dark kitchen, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a une multitude de marques. Et c'est également ça nous permet également de tester ces marques-là. Une marque qui ne marche pas, opérationnellement, c'est très compliqué dans un restaurant dur de passer d'une marque à l'autre ou d'un type de restauration à l'autre. Sur un dark kitchen, j'ai envie de dire, le vendredi, tu décides de faire du thaï, alors que toi, tu faisais du burger. Bah, lundi, tu passes au thaï. C'est presque ça. Donc, c'est cet avantage-là que va avoir la dark kitchen, et il n'y a pas mieux qu'une relation client. Et tu le dis, sourire d'un client, c'est vrai, c'est un laboratoire, la dark kitchen, hein, il faut pas le négliger. J'ai envie de dire, c'est quasiment de l'industriel, hein, on est sur un monde quasiment industriel. C'est un laboratoire, c'est une tablette, grâce à des acteurs comme Deliverect, c'est plus qu'une seule tablette, et pas 18. Hein. Donc, c'est aussi ça. C'est après également, pour les restaurateurs, et ceux qu'on a également dans nos dark kitchen, ils kiffent tester des nouvelles marques, des nouveaux restaurants, préparer des nouvelles cartes. C'est aussi ça. Mais il y a également, il y a plus l'attrait j'ai de la restauration, je vois le client et je fais plaisir et je vois que je fais plaisir en direct. Là, ça passe par un autre cheminement, ça passe par une satisfaction client, ça passe par une expérience, ça passe par des mots, ça passe par des sacs brandés, ça passe par des produits nouveaux, des marques nouvelles. Paris, c'est pas Bordeaux, donc à Paris, c'est clair que quand tu ouvres ton application Uber Eats, tu as une multitude de restaurants. Quand tu vas aller sur du poulet frit, il y a beaucoup de choses qui vont. On sort en premier. En premier. Voilà. C'est parfait. Mais tu vois, nous, il n'y a pas ce type. Quand tu dis nous, en province, hein, on a encore cette latitude-là de proposer de la restauration qui existe certainement en capitale ou dans d'autres villes, grandes villes, et qui va plaire puisque c'est nouveau. Donc on a encore cette satisfaction-là de proposer de la nouveauté. Pour moi, si je peux ajouter quelque chose, Elliot, pour moi, ce que dit Hassan, c'est en fait, c'est que lui, ce qu'il est en train de faire, c'est la vision un peu future de la livraison. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu vis que de la livraison. Pardon, je te tutoie, je sais pas si on peut se tutoyer, mais Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, tu vis que de la livraison. Mais demain, tu te dis que tu vas récupérer ta salle, etc. et que tu veux pas dépendre de la livraison. Mais je pense que de manière générale, même avec une salle, que ce soit dark kitchen ou un restaurant, je pense que la livraison, c'est un nouveau métier qui va s'apprendre petit à petit et tout le monde va devoir un peu s'adapter s'ils veulent devenir fort en livraison. Ça veut dire être bien référencé, c'est-à-dire aussi avoir un menu adapté à la livraison, etc. Et tout ça, donc, nous, par exemple, on a un outil qui aide à faire tout ça, mais d'autres aussi, ou même, enfin, peu importe, mais tout ça pour dire, c'est un nouveau métier qui s'apprend. Et donc, oui, forcément, tu dois gérer ton menu, ton référencement, ton temps de préparation, donc il y a tout ça. Et t'es complètement dépendant de ça, mais comme des attentes, tu peux gérer aussi d'autres cuisines en même temps. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais ce que j'avais envie de dire, c'est tout ce qu'il a décrit, c'est des choses que je pense que tu vas devoir faire même dans ton restaurant sans faire une dark kitchen. Alors, non, nous on travaille déjà à la livraison et on essaye de la travailler le mieux possible avec des volumes qui j'espère sont le plus conséquents. Maintenant, pour te répondre, donc effectivement, tu as l'aspect opérationnel de la dark kitchen qui rejoint un petit peu l'industriel, hein, ça je te rejoins. Tu as l'aspect client qui est moins sexy, c'est ce que je te disais. Et après, tu as aussi l'aspect pécunier. Moi, je mets un petit peu plus de réserve sur ce modèle-là. Aujourd'hui, il y a une vraie hype. Tout le monde y va all-in. Il faut ouvrir une dark à tout prix et il faut l'ouvrir dans les 3 mois. Sinon, tu as l'impression que tu es périmé. Mais aujourd'hui, moi, quand je parle avec beaucoup d'acteurs, eh ben, les volumes ont du mal à décoller de ces dark kitchen. Alors, Hassan, toi, apparemment, ça se passe très bien et j'en suis très content. Mais effectivement, sur Paris, la concurrence est peut-être beaucoup plus rude et se faire démarquer pour
pour une dark kitchen qui n'a aucune visibilité physique, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'à Bordeaux. Et surtout, encore une fois, on peut tous admettre que quand j'ai un client devant moi, je vais gagner beaucoup plus d'argent sur lui que quand j'ai une commande qui sonne. Et du coup, tu as une question de la rentabilité qui se pose aussi sur la dark kitchen, qui moi je juge encore peut-être un petit peu trop précoce pour y aller avec l'engouement que tout le monde a ces derniers mois. Si je peux juste rebondir sur ce que tout le monde vient de dire, enfin moi je trouve que cet échange il est hyper enthousiasmant en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le futur est incertain et on espère que 2021 sera un contexte plus serein que 2020, mais je trouve que tout le monde est hyper enthousiaste, tout le monde a envie de tester des choses, tout le monde est conscient qu'il va falloir faire preuve d'une certaine flexibilité. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on retienne à la fin, que les usages évoluent, que le restaurant reste un lieu hyper important pour le Français moyen et les Français en général, mais que les usages évoluent et que le secteur de la restauration a prouvé en 2020 qu'il était capable de s'adapter dans des temps courts. Donc ça donne confiance, moi je trouve, pour l'avenir. Tout à fait d'accord. Je vous propose, après ces débats intenses, de passer aux questions parce qu'il y a très peu de temps. Donc, on a deux questions pour Hassan. La première, est-ce que tu vois un intérêt à créer ta propre flotte de coursiers? À très court terme, non, puisque créer sa flotte de coursiers, c'est également aller chercher soi-même les clients. Je ne vais pas nier Uber Eats, Deliveroo. L'intérêt, c'est pour ça qu'on part avec eux, c'est qu'ils nous ramènent les clients, ou ils nous proposent leur base de clients. Donc, il faudrait créer sa base de clients pour après ensuite démarrer son service de coursier. Donc à très court terme, et court terme même, non, il n'y a pas d'intérêt. Très bien, merci beaucoup, ça me rassure. Hassan, quels sont les problèmes que tu as rencontrés lors du lancement de tes dark kitchen? Le plus gros problème, c'est un problème opérationnel sur place. Parce que plusieurs restaurants, 1, 2, 3, 4, enfin on peut faire une multitude de restaurants, c'est plusieurs cartes. Et sur un service qui est très court, parce qu'on parle de dark kitchen, on était ouvert, qu'on faisait des commandes toute la journée. En fait, les clients commandent 4 heures par jour. Les gros volumes de commandes, c'est 4 heures par jour. Donc, comment être prêt sur 4 heures à pouvoir répondre aux demandes? Ça, c'est le premier, c'est l'opérationnel. Le deuxième, c'est le référencement, puisque il est plus facile de envoyer une marque qui existe vers la dark kitchen que de créer une vraie marque de dark kitchen. Mais ça n'a complètement rien à voir. Je veux dire, et c'est pour ça que je pense que Elliot, tu as été démarché. C'est que pour les gros acteurs, faire rentrer et faire référencer dans leur dark kitchen des marques qui existent, c'est un avantage très important. Un avantage volume. Créer une marque de zéro lorsqu'on et partir à 100% virtuel, c'est très compliqué à la faire lancer. Donc c'est le référencement et c'est pas un référencement là de classique Google. Là on parle d'un référencement sur les applications. Donc lancer une marque de burger là où il y a 400 peut-être acteurs sur la même zone qui font du burger, c'est très compliqué. Donc c'est le référencement. Donc organisation et référencement. C'est les deux contraintes qu'on va voir sur un lancement de Dark Kitchen. Si je peux rebondir effectivement sur la partie organisation, c'est là où on voit d'ailleurs l'intérêt de la digitalisation justement, parce que je comprends bien que ça doit être compliqué effectivement quand il y a plusieurs marques à produire et des changements effectivement de production. C'est typiquement ce que les outils peuvent amener dans cette partie gestion qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le collectif, dans les cuisines, ce qu'on appelle les cuisines centrales côté collectif, où on produit aussi beaucoup avec des plats très variés. C'est des contraintes qu'on retrouve aussi. Et effectivement, la digitalisation peut aider dans cette partie. Merci beaucoup Emmanuel et Hassan. On a d'autres questions, notamment pour François. Donc, nous avons 2 questions. La première, pensez-vous arrêter les tickets resto papier prochainement? Alors, nous, on n'a pas pris la décision d'arrêter les tickets resto papier dans les médias. Et il faut savoir que le titre restaurant, c'est quelque chose d'assez régulé. Hein.
par le réglementaire, donc on peut pas prendre des décisions nous tout seuls. Les pouvoirs publics ont ce sujet sur la table depuis quelque temps. Selon les actus politiques ou les personnes, ça revient. En ce moment, ça a été pas mal discuté parce qu'ils ont constaté, comme tout le monde, que le digital avait progressé. Mais il n'y a pas eu de décision ferme sur l'arrêt du papier à terme. Donc, ça peut venir. Je pense qu'un jour, on y viendra de toute manière parce que le papier va se réduire progressivement. Mais j'ai pas de date ni de décision sur le sujet pour le moment. Ok. Merci beaucoup. La deuxième question qui vous est posée, quelle est la commission sur les tickets restaurants digitalisés contre les tickets restaurants papier? Ouais. Globalement, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions autour de ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans 90% des cas pour un restaurateur, accepter du titre restaurant dématérialisé, et en particulier du ticket restaurant chez nous, revient moins cher qu'accepter des titres papier. Comme l'a dit, je crois que c'est Yod qui disait ça un peu plus tôt, avec le papier, en fait, il y a pas mal de coûts cachés que vous voyez pas dans une commission, mais qui consiste à gérer des enveloppes, à gérer des remises papier, à renvoyer des remises papier, etc. Il y a du délai de trésorerie et les taux en tant que tels sont pas plus élevés sur la carte que ce qu'il était sur le papier. La différence, c'est que souvent les restaurateurs, le jour où ils voient une carte restaurant, ils ont tendance à comparer un peu plus avec Visa ou Mastercard, puisque ce sont des cartes. Après, je pense que et quelque part c'est aussi notre faute parce que peut-être qu'on n'a pas été suffisamment bon dans notre communication autour de produits digital. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas Visa ou Mastercard, on n'est pas du tout Visa ou Mastercard. Quand il y a de volume de tickets restaurants qui circulent sur le territoire français, c'est parce qu'on a des commerciaux qui font le tour des entreprises dans toute la France pour inciter les entreprises à distribuer des tickets restaurants à leurs salariés. C'est pas quelque chose d'obligatoire pour une entreprise que de distribuer des tickets restaurants. Ça, c'est le premier coût important qu'on a et qu'il faut qu'on assume. Et le deuxième sujet, c'est que notre carte, c'est pas un moyen de paiement universel. Une fois que vous avez une carte ticket restaurant, vous pouvez pas l'utiliser pour vous acheter un iPhone ou aller acheter, je sais pas, aller chez le coiffeur, par exemple. Vous ne pouvez l'utiliser que dans un réseau d'acceptation déterminé et réglementé, en l'occurrence, en particulier les restaurateurs, et donc c'est de l'apport d'affaires, en fait. Et ça nécessite un savoir-faire technique et des coûts techniques assez spécifiques. Et donc, quelque part, nos commissions qui sont à peine plus élevées que des commissions bancaires classiques, on est obligé de les prendre comme ça. Donc, j'entends voilà, je pense qu'on a un déficit en termes de communication, en termes d'explication, de pédagogie. Et il faut pas avoir en tête que ça coûte plus cher d'accepter la carte que le papier, c'est pas vrai, c'est l'inverse. Et deuxièmement, nous, on peut voir en fait que le nombre de restaurants qui acceptent la carte augmente de manière régulière et continue. Donc, il faut voilà, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée. La plupart des restaurants le reconnaissent et il faut qu'on communique mieux sur notre valeur ajoutée au global parce que je pense qu'on est là depuis tellement longtemps que les gens ont oublié qu'on apportait un volume. Et par ailleurs, on n'est pas obligatoire. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on entend dans la bouche des restaurateurs qu'ils sont obligés d'accepter les titres. Comme l'a rappelé Hassan, on apporte beaucoup de volume. Donc oui, c'est un apport de volume que le restaurant a parfois du mal à refuser. Mais en même temps, si on n'était pas là, il n'aurait pas ce volume-là. Donc, mais par contre, il n'y a pas d'obligation légale à accepter les titres. Le restaurateur qui n'est pas d'accord avec ce qu'on propose, il peut tout à fait ne pas accepter nos titres. Très clair, merci beaucoup. Je reconnais quelques